Oh bonjour, vous êtes là? Je vous attendais. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1 c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un Grand Prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Aujourd'hui, je vous propose d'un nom évoqué récemment dans cette émission, un nom qui déchaîne les passions, Robert Kubica. Les statistiques du pilote polonais semblent refléter la brève carrière d'un pilote des temps modernes. Un pilote qui serait assez bon pour traîner 5-6 ans dans des paddocks, mais pas assez pour mériter plus que 97 départs, 47 entrées dans les points pour une moyenne de 2,8 par course. D'un point de vue d'observateur parfaitement neutre, c'est pas ridicule, mais c'est pas époustouflant. Pourtant, pour les autres, ces chiffres laissent un goût de symphonie inachevée. Robert Kubica, c'est une histoire douce et amère que je vous propose de redécouvrir aujourd'hui, et pour compenser l'interminable pause depuis la dernière émission, on va oublier le format de 7-8 minutes pour faire une version longue. Ouais. Nous sommes en été 2006. Jacques Villeneuve a été victime d'un sévère crash au volant de sa BMW Sauber au Grand Prix d'Allemagne et doit être remplacé pour quelques courses. Dès la manche suivante en Hongrie, les médias viennent graviter autour de son remplaçant et cet étrange pilote apparaît sur les télévisions du monde entier. Talentueux, c'est ce que l'on entend le plus souvent dans le paddock. Il est polonais, il s'appelle Robert Kubica et c'est vrai, Christophe Malbranck, on le connaît finalement assez peu. Attendez, c'est vraiment un pilote ça ? Son visage juvénile contraste avec un début de calvitie précoce, son attitude mollassonne et son regard rêveur n'évoquent en rien l'image d'un pilote de Formule 1 concentré et terre-à-terre, sa combinaison trop large ne le met pas en valeur et sa casquette trop longue l'oblige à relever la tête pour voir correctement. Quand on lui demande comment il a développé son amour pour la Formule 1, il répond qu'il avait vu qu'une seule course en vrai et... Il n'avait pas aimé, ça faisait trop de bruit selon lui. Ce qu'il aime, lui, c'est piloter des voitures qui vont très vite, et si la Formule 1 incarne le pinacle de la discipline, alors il veut faire carrière en Formule 1. Son accent polonais à couper au couteau et les traits de son visage évoquent quelques rares pilotes de l'Est qui n'ont pas fait grande impression autrement que pour leurs grosses bagages et leur brève carrière, mais Robert Kubica n'a rien d'un pilote payant. Ah, ça se prononce Kubica. D'accord. Mais Robert, lui, il s'en moque. Il aime bien Kubica. Ça sonne rapide selon lui. D'ailleurs, Robert, c'est le premier pilote polonais de l'histoire, et l'écart économique entre la famille moyenne polonaise et la vie de pilote semi-professionnel en Europe rend inaccessible ce type de compétition à une telle catégorie de personnes. Mais Robert s'est révélé très doué en karting, au point de parvenir à trouver des soutiens en Italie qui l'aident à accéder à la monoplace jusqu'à ce qu'il soit signé en tant que pilote d'essai pour BMW Sauber en 2006. Et des soutiens, Robert n'en manque pas. Pour cette première manche en Hongrie, à moins de 300 km de sa ville natale, il voit des drapeaux rouges et blancs portant son nom. Il est déjà un héros alors qu'il n'a même pas débuté sa carrière. Kubica fait face à un vrai déluge et un Grand Prix apocalyptique qu'il conclut proprement en 7ème place avant d'être disqualifié pour des raisons techniques. À la suite de cette seule épreuve, BMW annonce qu'il remplace définitivement Villeneuve et il gagne sa place de titulaire dans l'équipe. Éclipser un champion du monde en une course à la mi-saison, c'est déjà un acte fort. Dans une époque où les essais libres 1 étaient réservés aux jeunes pilotes, il n'est pas si surprenant de voir Kubica aussi rapide que son équipier Nick Heidfeld en qualification. Il connaît la voiture, il a un minimum d'expérience. Mais tenir le rythme en course est tout autre chose, et il surprend et brille dès sa 3e course en Italie, où il est de nouveau accueilli par une masse de compatriotes ayant effectué le voyage pour le voir et le supporter. Et c'est le premier tour en tête de Robert Kubica dans un Grand Prix. C'est extraordinaire. Premier polonais de la Formule 1 et premier tour en tête après 3 Grands Prix seulement pour ce jeune polonais. Auteur d'un beau départ, il mène ses premiers tours en Formule 1 à la phase des arrêts au stand et profitant de l'abandon de la Renault de Fernando Alonso, il monte sur son premier podium en Formule 1. En seulement 3 courses, Robert Kubica a déjà séduit les observateurs et le monde de la Formule 1. Mais début 2007, il peine à suivre le rythme de son équipier Nick Heidfeld. Suite au passage des pneus Michelin à Bridgestone, il est en difficulté et le monde s'intéresse à un autre rookie bien plus impressionnant. Évidemment, nulle jalousie entre Hamilton et Kubica qui se connaissent bien et que Hamilton qualifie comme un des meilleurs pilotes qu'il n'ait jamais affronté. En réalité, nombre de ses pairs l'ayant déjà affronté en catégorie inférieure l'avouent, il y a les bons, les très très bons et ceux qui sont spéciaux, comme Robert.
Au Grand Prix du Canada, il a l'occasion de se rappeler à tous, mais pas de la meilleure des manières, avec un des crashs les plus terrifiants de cette époque qui lui vaudra un Grand Prix de convalescence. Mais dès son retour en France, il semble revenir plus fort que jamais, donnant du fil à retordre à Heidfeld avec 2 quatrièmes places consécutives. Après une fin de saison redoutable, il marque les esprits lors d'une lutte dans le dernier tour contre la Ferrari de Massa au Japon, dans un déluge biblique, et passe près d'une possible victoire en Chine avant que son BMW ne rende l'âme. Avec une monoplace plus compétitive, il entame 2008 en force et prend sa première pole position à Bahreïn, qu'il peine à convertir à cause d'un excellent départ des Ferrari, mais son jour de gloire arrive plus tard au Canada. Alors que Hamilton et Raikkonen s'entretuent au stand, il bat son équipier en piste avec une stratégie agressive pour prendre sa première victoire. Ce sport que l'on dit réservé aux riches est aujourd'hui porté par Robert Kubica, né à Cracovie, qui a grandi en étant moqué à cause de son karting et son équipement bas de gamme lorsqu'il arrivait en Europe. Où qu'il aille dans le monde, même ici, à 3500 km de chez lui, il reçoit un soutien petit mais intense de fils ou petits-fils ou arrière-petit-fils polonais. Pour le monde de la Formule 1, il est un des plus grands espoirs de la discipline. Pour un pays, il est un héros qui transcende ce simple spectacle et incarne un modèle de réussite. Malheureusement, BMW décide d'abandonner le développement pour le reste de la saison 2008 pour se consacrer à la saison 2009 à venir. Malgré une saison irréprochable, si on efface un vilain crash sous la pluie de Silverstone, il est incapable de rester dans la lutte au titre et termine 4e, ex-aequo avec Kimi Raikkonen en 3e place. Brillant à Melbourne pour la première manche en 2009, il vole sur les derniers tours et on l'imagine remonter de la 4e place à la victoire, mais il se heurte à un Vettel très défensif et les deux abandonnent. Hélas, la BMW de 2009 est un désastre et il ne peut se contenter que d'un podium avant de rejoindre Renault en 2010. Très vite, le Polonais parvient à faire oublier un double champion espagnol qui le précédait en aidant l'équipe à surmonter le scandale du Crashgate. Il prend un premier podium dès la 2e manche en Australie avant de définitivement convaincre les derniers sceptiques lors de la qualification du Grand Prix de Monaco en se qualifiant 2e, séparant les puissantes Red Bull de Weber et Vettel. Il se fera seulement passer par Vettel au départ et termine 3e à la régulière dans une voiture qui peut tout juste se proclamer 5e force du plateau. Il prend un 3e podium dans un piégeur Grand Prix de Belgique, et si cette 8e place finale au championnat est loin de ses 6e et 4e places au mondial en 2007 et 2008, beaucoup estiment que le Polonais aurait mérité sa place dans la lutte aux 5 candidats si sa voiture lui avait permis. Le duo Renault et Kubica déchaîne les passions, il est fait pour réussir, et après des essais d'intersaison qui suscitent l'intérêt, ils sont vus comme des sérieux challengers à l'avant du peloton. Mais le 6 février, Kubica est victime d'un accident de rallye. De fractures du bras droit, sa main écrasée, jambes cassées, il est plongé dans un coma artificiel. Alors que les inquiétudes autour de son état de santé se dissipent, l'annonce de son retour en début de saison est révisée. Robert ne reviendra qu'un peu plus tard dans la saison. Enfin, un petit peu plus tard. En fait, non, il ne reviendra pas du tout cette année. 2 mois plus tard, il quitte enfin l'hôpital, mais son bras n'est pas parfaitement remis en forme. Il ne le sera jamais en réalité. Il lui faudra d'autres opérations et il ne récupérera jamais le plein usage de son avant-bras. En janvier 2012, il chute sur une plaque de verglas et se refracture la même jambe. Robert Kubica est maudit. Son contrat pour Ferrari de 2012 ne pourra jamais être honoré car il n'aura jamais le feu vert des médecins. Le cirque de la Formule 1 continue et peu à peu, on oublie le passé et on ne fait qu'oublier ce futur fantasmé. Soudain, le 6 juillet 2017, à Valence, la Lotus Renault de 2012 est utilisée pour des tests privés. À son volant, un casque au motif que tout le monde reconnaît. Les fans n'y croyaient plus et un fantasme impossible naît dans l'esprit de chacun. Robert Kubica est de retour en Formule 1. On parlerait même d'une titularisation aux côtés de Hülkenberg en 2018 avant que Carlos Sainz ne soit annoncé. Finalement, c'est Williams qui lui propose de refaire des tests, cette fois-ci dans une F1 moderne, avant de le réinviter à se comparer à Sergei Sirotkin pour un volant en 2018. Le Russe est malgré tout préféré,
mais il se voit offrir un poste d'essayeur avant d'être titularisé en 2019 aux côtés du champion de Formule 2 en titre, George Russell. Le 17 mars 2019, 8 ans après son dernier Grand Prix, Robert Kubica est de retour sur une grille de départ. Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg et Romain Grosjean sont les 5 seuls autres pilotes encore présents qui avaient partagé une piste de F1 avec lui. Mais Robert n'y arrive pas. Relégué loin derrière le prodige britannique dans la pire monoplace de cette ère, il ne pourra marquer qu'un miraculeux point lors d'un Grand Prix chaotique en Allemagne. Si c'est une petite victoire, personne, surtout pas lui, se fait d'illusions. Ces énormes pneumatiques Pirelli sont bien différents de ceux qu'il a connus, ces V6 hybrides pilotés comme des ordinateurs demandant de faire des manipulations complexes pour n'importe qui sont un motif de dispute avec Williams quant au manque de moyens employés pour l'adapter à son handicap, et il sort par la petite porte après le Grand Prix d'Abu Dhabi, suite à une saison à avoir été autant moquée que prise en pitié. Il rejoint Alfa Romeo en tant que pilote d'essai en 2020 et roule occasionnellement grâce à l'appui de son sponsor. Tâcher de déterminer quelle fut la meilleure et la plus impressionnante performance d'un pilote n'est pas la finalité de cette émission et ne l'a jamais été, car outre l'absolue impartialité que cela impliquerait, cet idéal pourrait certes nous dévoiler des performances hors du commun, mais ne pas nous offrir un narratif des plus enrichissants. Dans la course de leur vie, on cherche avant tout de belles histoires qui encapsulent l'essence d'un pilote dans un seul dimanche de course. Comme Michael Schumacher qui humilie l'ensemble du plateau lors de son retour anticipé après 2 graves blessures, collant 1 seconde à son coéquipier en pleine lutte mondiale juste pour lui offrir la victoire en fin de course. Le premier succès de Mika Häkkinen après des années de souffrance qui lui mena à ses 2 titres mondiaux, le jour où le monde découvrit de quoi Jenson Button était vraiment capable, la non-participation de Jackie Stewart à son dernier Grand Prix suite à la mort de son équipier François Sévère, après avoir passé sa carrière à lutter pour l'amélioration des conditions de sécurité. Pour Robert Kubica, est-ce ce premier de ses 12 podiums pour seulement sa 3e course, où l'on voyait exploser des drapeaux venus de Pologne qui ne l'abandonnèrent jamais ? Est-ce son retour après ce crash terrifiant qui lui donnait ce coup de boost qui lui manquait et le conduisait à sa seule victoire 1 an après sur ce même tracé ? Ce tour de qualification d'anthologie à Monaco qui faisait languir les passionnés à l'idée de le voir dans un top team ? Malgré leur abondance, ces propositions ne ressemblent qu'à l'entrée en matière d'une exceptionnelle carrière qui semble avoir été privée de ses meilleurs jours. Qu'aurait pu-il faire si son amour pour le rallye, ce sport dans lequel il était loin d'exceller, ne l'avait pas conduit à cet accident fatidique ? L'histoire est incomplète et profondément frustrante. Robert Kubica était un ovni dans le paddock, tant par son apparence, sa personnalité que son talent, que par la détermination qu'il a réussi à démontrer pour revenir, 8 ans plus tard, échoué en fond de grille. Et si cette course du 17 mars 2019 pour le Grand Prix d'Australie à Melbourne viendra entacher le palmarès de ce prodige, sa simple participation suffira à nous rappeler, avec tendresse et nostalgie, quel genre de personnage était Robert Kubica, et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie. Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now.